Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous voir connectés pour ce nouveau rendez-vous J'améliore mes pratiques. Donc, vous êtes désormais invités tous les troisièmes jeudis du mois à suivre cette visioconférence de 30 minutes qui est portée par le comité de l'évaluation, la coordination générale des soins et la direction qualité, et dont le but est de partager les résultats et surtout les propositions d'action d'amélioration qui sont issus d'évaluations conduites au CHU dans vos services, vos pôles ou à l'échelle de l'établissement. Donc, nous vous invitons à, dans un premier temps, couper vos micros. Nous vous passerons la parole d'ici 15 minutes pour répondre à vos questions. N'hésitez pas également à partager vos questions dans le chat si vous ne souhaitez pas prendre la parole directement. Et donc, voilà, ces rendez-vous peuvent être suivis individuellement ou collectivement en équipe. N'hésitez donc pas à en parler autour de vous. Et enfin, sachez que chaque visio est enregistrée et mise à disposition sur la chaîne YouTube du CHU. Vous pouvez retrouver le lien dans chacune des invitations OWA dans votre agenda. Donc, je laisse maintenant la parole au docteur Romain Dumont et à madame Guielle Rondeau qui vont vous parler de la coordination ville-hôpital à travers l'exemple de l'UNAV, l'unité d'accès vasculaire. N'hésitez pas aussi à vous renommer sur Zoom afin que nous puissions établir la liste des participants. Et à la fin de la visio, vous verrez apparaître un petit questionnaire de satisfaction. Donc, si vous pouvez prendre une toute petite minute pour y répondre, nous vous en remercions par avance. Je vous laisse la parole. Merci Morgane. Bonjour à tous. Romain Dumont, je suis donc médecin anesthésiste et je coordonne l'activité médicale de l'unité d'accès vasculaire qui a ouvert il y a quelques mois maintenant au CHU. On est parti d'un constat il y a quelques années avec Blandine, avec d'autres praticiens, sur le fait que c'était des dispositifs qui souffraient d'un manque de sécurité et d'information autour des patients. Et on avait l'impression, sur des indicateurs de qualité qu'on avait déjà mis en place, qu'on avait moyen de gagner en sécurité, en information, en traçabilité, en confort, enfin bref, sur beaucoup en tout cas de beaucoup de thématiques, on pouvait certainement faire mieux et que le CHU pouvait offrir en tout cas une qualité de soins sans doute perfectible pour nos patients qui devaient bénéficier d'accès vasculaire. Quand on parle d'accès vasculaire, on parle essentiellement 3 types de dispositifs. Je pense aux midline, les peakline et les chambres implantables. Alors, c'est pour ceux qui ne connaissent pas trop, les midlines sont des dispositifs qui sont un peu plus courts, qui tiennent plus en fait de la voie veineuse périphérique, même si elle est un peu plus longue. Néanmoins, elle se pose comme le peakline, qui est un cathéter un peu plus long, qui, dont l'extrémité distale va jusque en regard de l'oreillette, donc qui est un cathéter central, se pose de la même manière, avec donc besoin d'un échographe, d'un appareil échographique. Les chambres implantables se posent en général sous contrôle scopique, même si maintenant, en fait, pour les dispositifs peakline et chambres implantables, on peut utiliser des dispositifs qui n'utilisent pas les rayons, un système de tracker. Ces 3 dispositifs, en tout cas, se caractérisent par une chose particulière, c'est qu'ils autorisent la sortie du patient. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. C'est-à-dire que ces dispositifs ont une charge en soins qui est quand même assez importante. Souvent, en fait, quand on va disposer des dispositifs chez ces patients, c'est que derrière, la charge en soins est conséquente. Et ils autorisent la sortie, c'est-à-dire qu'on va, nous, hôpital, poser ce dispositif et renvoyer le patient dans une structure d'aval ou à son domicile. Et c'est là que tout est l'enjeu. C'est-à-dire qu'on n'a pas, à l'hôpital en tout cas, une maîtrise parfaite de cette transmission de ces dispositifs. Parce qu'on a du mal à identifier l'ensemble des acteurs de la chaîne de soins. Or, on est responsable sur le plan légal de la bonne transmission de ces dispositifs qui sont des dispositifs invasifs et donc qui sont potentiellement pourvoyeurs de morbidité sur les acteurs de soins d'aval. Donc, on va les identifier. Rapidement, on peut peut-être juste uniquement les citer avant de passer aux patients traceurs. On a la responsabilité, OK, le patient reste à l'hôpital, très bien, mais s'il sort, il y a plusieurs acteurs de soins, les infirmiers, les libéraux, bien sûr, le médecin traitant, mais par ailleurs, si on a besoin d'entretenir le dispositif, il va falloir qu'on implique par exemple aussi la pharmacie de ville, chose qui n'est pas souvent fait. Et puis, on peut avoir des filières d'aval, donc de la rééducation, peu importe, des tas de choses. Le fait de transférer ce patient
en tout cas, il y a une responsabilité du CHU pour transférer ce patient auprès de praticiens qui sont bien sûr, un, informés que le patient est porteur d'un dispositif, et deux, qu'on leur donne les moyens de pouvoir utiliser ce dispositif dans de bonnes conditions. Donc, bonjour à tous. Nous avons donc, au regard de ce que vient de vous expliquer le docteur Dumont, décidé de mener une EPP permettant d'évaluer du coup à la fois la collaboration et les interfaces entre les différents professionnels intra- et extra-hospitaliers qui prennent en charge le patient porteur d'un dispositif intravasculaire à un moment dans sa prise en charge globale. Le but était de retenir l'expérience du patient, la qualité des transmissions au moment des interfaces entre les professionnels et ainsi avoir une idée de l'évaluation sur la sécurité des soins. Pour cela, on a utilisé la méthode de l'HAS du patient traceur. Qu'est-ce que c'est que cette méthode du patient traceur? C'est une analyse rétrospective qui permet, et pluriprofessionnelle, qui permet d'évaluer le parcours du prise en charge d'un patient précis. À la fin de la prise en charge, on recueille le ressenti, l'évaluation, l'expérience du patient lui-même, mais de tous les intervenants, de tous les professionnels qui ont suivi ce patient sur tout son parcours de soins. Ça nous permet de recueillir plusieurs items concernant le patient, donc son droit à l'information, sa satisfaction. Ça nous permet de recueillir aussi des informations ciblées sur le dispositif intravasculaire. Donc là, c'était le PICC line, ça peut être, comme l'a dit Romain, un midline ou une chambre implantable, avec l'organisation de la pause, tout ce qui tourne autour de la pose de ce dispositif intravasculaire, la prise en charge de la douleur et la surveillance tout au long du parcours de soins. Et puis, on a tenu à faire un axe important sur le retour à domicile, l'organisation du retour à domicile et vraiment la liaison intra- et extra-hospitalière. Donc, de ce parcours, de ce patient traceur, sont sortis, heureusement, de nombreux points positifs dans cette prise en charge, notamment en s'appuyant sur la structuration récente de l'UNAV, de l'unité d'accès vasculaire, qui permet de centraliser à la fois la pause et aussi il y a une gestion documentaire, une prise en charge vraiment globale au sein de l'établissement. L'équipe de l'UNAV et le CHU a pu contractualiser une charte avec 3 prestataires de soins à domicile qui ont été sélectionnés selon un cahier des charges précis. Ce sont 3 prestataires qui ont été formés selon nos protocoles et qui ont un rôle de relais primordial auprès des professionnels libéraux sur la prise en charge du patient à domicile ou en extra-hospitalier. Le fait de travailler, d'avoir des liens privilégiés avec ces prestataires de soins à domicile est apparu comme un gage de qualité puisqu'en fait, ils sont reconnus par les services de soins, identifiés avec un calendrier de roulement qui permet de savoir quel prestataire gère la sortie d'un patient sur telle semaine et permet aussi aux professionnels libéraux d'avoir une référence connue et identifiée en cas de question pour faire le lien avec la prise en charge intra- et extra-hospitalière. Donc, le gros point positif a été vraiment la collaboration avec ces acteurs privilégiés qui, du coup, est un gage de sécurité des soins pour les patients porteurs de dispositifs intravasculaires de PICC line pour le. Ce point, il est extrêmement important parce qu'en fait, on n'a pas, nous, hôpital, mission à informer l'intégralité de tous les secteurs d'aval de la région. Ça serait de se tromper de mission, de se dire que nous devons former l'ensemble de la communauté médicale et des infirmiers libéraux du 44. Donc, il faut bien qu'on arrive à trouver une interface. Et la difficulté, ça a été bien sûr d'identifier cette interface et de faire en sorte qu'elle porte nos messages. C'est-à-dire que, par exemple, on a avec Blandine fait ce travail de sélection de prestataires. On a aussi, par exemple, supprimé tous les livrets. Vous savez, chaque laboratoire, quand on pose un dispositif, propose, par exemple, un livret d'accompagnement du patient. Bon.
tout ce travail-là, en fait, a été de supprimer tous ces supports pour faire en sorte que tous les messages soient uniformisés, soient de qualité et véritablement centralisés au sein de l'UNAV. Les messages qui concernent le suivi, la traçabilité, la surveillance et l'entretien de ces dispositifs, c'est nous qui les avons émis, c'est nous qui les portons. Et on a veillé à ce qu'il n'y ait pas de voix dissonante tout au long du parcours. Et quand on regarde sur cette diapositive, vous voyez qu'en fait, ce parcours, il est extrêmement complexe. Car que même au sein, par exemple, d'une même unité, enfin, c'est sans jugement aucun, mais on peut prendre, par exemple, l'exemple de la pédiatrie. Si on prend, par exemple, nos amis de pédiatrie, uniformiser simplement les pratiques autour des abords veineux, vous imaginez bien, si vous travaillez à l'hôpital, vous pouvez tout à fait concevoir que c'est déjà en soi un peu une gageure. Bon. Donc, uniformiser les pratiques déjà au sein de l'hôpital, c'est déjà quelque chose qui représente un certain travail. Faire en sorte que ces pratiques soient harmonisées et ensuite qu'elles soient dans un vrai continuum de soins à l'extérieur de l'hôpital, ça devient la deuxième partie du challenge et ça nécessite de développer, bien sûr, une manière de transmettre les choses et une manière de transmettre des informations. C'est pour ça que le choix de ces prestataires, il a été pour nous en fait assez évident parce que on s'est bien vite, évidemment, rendu compte que ce n'était pas notre mission, on n'avait pas les possibilités de porter des messages de bonnes pratiques directement jusqu'aux gens qui allaient pouvoir les utiliser. Ils sont beaucoup trop nombreux. Donc, cette interface des prestataires, elle a été, encore une fois, elle existe, et ça a été pour eux aussi, je pense, quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que ce n'était pas un fonctionnement tout à fait habituel pour eux, et ça a été vraiment une collaboration intéressante. Ils sont porteurs des messages édités par le CHU, que ce soit bien sûr ceux de l'UNAV, et on les a écrits en collaboration avec le GRI, en collaboration avec des experts, et ils portent ces messages-là. Et comme le disait Blandine, ils nous servent aussi de feedback, c'est-à-dire que d'autres UNAV ont été construites sur le territoire français et avec un fonctionnement parfois un peu différent, avec un système d'alerte qui consiste à avoir un téléphone disponible 24 heures sur 24 pour pouvoir répondre aux questions. On ne veut surtout pas faire ça. C'est-à-dire que ce qui est fondamental dans la philosophie de l'UNAV aussi, c'est qu'on essaye de mettre à disposition des prescripteurs et des utilisateurs futurs les outils pour pouvoir, en responsabilité, pouvoir utiliser leur dispositif. Et donc, ça consiste à mettre à disposition des outils qui font de la formation continue, qui font de l'accompagnement et qui permettent de responsabiliser véritablement les gens qui servent des dispositifs. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire que du coup, il nous manquait uniquement une interface pour pouvoir servir néanmoins d'alerte. Et donc, autant dans un sens où on maîtrise les informations descendantes, on va essayer avec les prestataires qu'ils filtrent aussi les informations montantes. Et donc, les médecins, les patients vont se retourner directement vers leurs prestataires pour des problèmes de pansement, de difficultés, de rougeur, ce qu'on veut, mais eux-mêmes vont faire un certain filtre. Donc, notre unité n'est pas envahie, en tout cas, d'avis ou de demandes de prise en charge qui ne sont pas adaptés et face auxquels on n'a pas les moyens de toute façon humains ni techniques de faire face. Donc, si on reprend ça, vous voyez que du coup, où est-ce qu'ils sont ? Ils sont par là. Donc, encore une fois, cette interface-là, c'est une des plus complexes à notre avis parce qu'il y a la gestion des ordonnances qui sont quand même très compliquées pour le patient. Et donc là, il y a une expertise à développer parce que quand on renvoie un patient à domicile ou dans une structure d'aval, il y a les ordonnances de suivi, les ordonnances d'entretien, il y a quand même beaucoup de choses. Et pour la majorité des patients, c'est quelque chose de très compliqué. En termes d'axes d'amélioration, on a tenu à vous rappeler des choses qui avaient déjà été mises en place. Alors, on reviendra là-dessus. En effet, dans les axes d'amélioration, un focus a été fait sur les documents de sortie qui pouvaient arriver tardivement, voire être absents lors de la sortie du patient. Donc, on a tenu à vous rappeler les règles établies par l'HAS concernant les documents de sortie. Stipuler la pose d'un dispositif intravasculaire chez un patient à la sortie ne fait pas partie des éléments obligatoires. Cependant, il est noté que c'est un élément qui peut être important puisqu'il permet
le noter, le stipuler, informer le médecin traitant et les autres professionnels extra-hospitaliers permet de favoriser la continuité des soins et notamment l'équipe soignante de ville pour la prise en charge et le suivi du patient. Donc, ça fait partie des éléments qui peuvent qui peuvent aider pour la prise en charge et le suivi du patient le long de son parcours de soins. Ensuite, on a tenu à vous rappeler justement tous les documents de sortie nécessaires ont été adaptés et incrémentés dans le DPI Millennium. Pour les retrouver, nous avons cherché à simplifier au maximum les mots-clés et faciliter le travail des prescripteurs. Tout ce qui concerne les abords vasculaires sont regroupés avec le mot UNAV. Vous allez avoir tout ce qui est les demandes, les suivis intra-hospitaliers, bien sûr, les surveillances, les prescriptions, mais aussi tous les documents nécessaires pour une prise en charge sécure et rapide en extra-hospitalier. Tout est, je vous ai mis une copie d'écran, mais tout est ici. Ça, c'est important qu'on refasse passer le message auprès des prescripteurs, que tout est disponible dans les dossiers informatiques. Et si on clique, alors je ne sais pas si c'est la diapo d'après. Ouais. Alors, si par exemple je suis prescripteur et je décide de la pose en hôpital de jour d'un site implantable, on arrive sur un dossier, alors juste avant celui-là, sur un dossier Millennium, et on a aussi un bouton de raccourci, je ne sais plus quelle tête il a, mais vous devez, c'est un petit onglet sur le côté, et donc ça renvoie par exemple sur les documents internes qui sont des aides à la prescription ou au choix du dispositif. Et on a ouvert l'UNAV sur des patients extérieurs, c'est-à-dire qu'on accueille aussi des patients d'établissements extérieurs. Pour l'instant, on en a quelques-uns par mois, mais l'idée, c'est d'augmenter cette activité. Et donc, un médecin de l'extérieur est en responsabilité, c'est ce qu'on a essayé de faire pour l'intégralité de sa prise en charge. C'est-à-dire qu'il n'est pas, il ne fait pas appel à nous uniquement comme un prestataire, c'est-à-dire que s'il prescrit un dispositif invasif, il doit avoir quelques notions de base sur le dispositif invasif qu'il prescrit. Voilà. Et donc, en revanche, on a tenu, nous, UNAV, à pouvoir mettre à disposition de ce prescripteur les documents qui lui permettent de choisir le meilleur dispositif, les documents qui lui permettent de le surveiller et qui permettent à ses équipes de l'utiliser dans de bonnes conditions. Voilà. Alors du coup, voilà, ça c'est typiquement les documents de sortie que vous allez pouvoir retrouver sur Millennium et qui concernent, vous voyez aussi, notamment les prescriptions et les documents qui vont être transférés aux prestataires de soins qui ne sont pas toujours très, très bien remplis, notamment sur la partie Perfadom. Et qui, du coup, peuvent être aussi un frein ou en tout cas un retard de prise en charge pour le patient lors de sa sortie. Donc, c'est pour ça qu'on a tenu à essayer d'automatiser au maximum sur les logiciels informatiques de prescription pour que ce soit plus simple et plus rapide pour tout le monde. On vous a mis aussi une plaquette distribuée par les prestataires signataires de la charte, un document informatif qui reprend les spécificités des traitements qui peuvent être introduits et suivis à domicile ou ceux qui nécessitent forcément une prise en charge hospitalière. Ce sont tout autant de documents simples et rapides qui peuvent faciliter le quotidien des prescripteurs en intra-hospitalier, par exemple, et du coup ensuite favoriser la prise en charge extra-hospitalière. En conclusion, sur cette démarche d'EPP, de l'évaluation du parcours patient par la méthode du patient traceur, on peut dire qu'il y a eu un accueil très positif de cette démarche par tous les professionnels qui étaient enclins à améliorer les pratiques et assez satisfaits de pouvoir se rencontrer et travailler de manière rétrospective sur leur prise en charge, ainsi discuter, coopérer et faire part de ces points stratégiques et les problématiques sur les interfaces. Le gros point positif, on l'a déjà dit, je pense que vous l'avez compris, c'est vraiment le partenariat qu'on a pu établir avec les 3 prestataires de soins qui vraiment permettent d'anticiper la prise en charge à domicile, garantir la sécurité des soins toujours sur les mêmes recommandations en intra et en extra-hospitalier et ainsi sécuriser la prise en charge. Donc vraiment, c'est
hyper important de communiquer sur cette contractualisation pour avoir aussi les retours des professionnels de part et d'autre sur cette contractualisation pour évaluer. Hein, c'est un dispositif mouvant avec des prestataires qui doivent répondre à un cahier des charges. Donc, il est toujours important de communiquer dans les deux sens. Et vraiment, l'objectif, c'est de sécuriser le parcours patient porteur de DIV en intra et hospitalier, mais aussi à la maison. Merci. Alors, on est à votre disposition si vous avez des questions ou si vous voulez échanger sur ce sujet, et particulièrement sur les dispositifs invasifs, bien sûr, et sur cette interface entre l'hôpital et la ville, ou des questions plus précises sur les dispositifs qu'on pose à l'INRA. Donc, n'hésitez pas à réactiver vos micros si vous voulez prendre la parole. Je n'ai pas de questions directement dans le chat. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaitait s'exprimer, poser une question, faire une remarque parmi les participants? Bonjour, Romain, moi on en avait discuté, je suis Emmanuel Kuhn pour le CLUD. Je voulais juste savoir si sur la partie intra, vous aviez pu évaluer l'amélioration de la prise en charge de la douleur. On avait discuté suite, nous, au FEI qu'on avait avant la création de l'UNAV, hein, sur finalement l'hétérogénéité des parcours pour ces patients-là. Oui. Le fait de ne pas uniformiser, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en fait, hein, et justement d'avoir la même information pour tout le monde, pour sécuriser le parcours. Est-ce qu'il y a des choses qui ont pu être regardées du côté de l'amélioration de la prise en charge de la douleur liée à la pause, là, par contre? Oui, tout à fait. Oui, alors ça fait partie de notre cahier des charges, comme on l'avait évoqué ensemble, c'est-à-dire qu'on a mis de toute façon par écrit de manière un peu contractuelle dans nos modes opératoires, un document un peu formel, mais néanmoins qui fait office de ligne directrice, le fait que la prise en charge de la douleur fait intégralement partie de notre préoccupation en tant que médecin poseur, médecins et infirmiers formés au sein de l'UNAV, puisque ce sont des infirmiers anesthésistes qui s'occupent de la pose des midlines et des picklines. On n'a pas d'évaluation, on n'a pas fait de comparatif, ça a été un peu compliqué. Néanmoins, on a quand même quelques témoignages et quelques FEI. On n'en a pas depuis l'ouverture de l'UNAV. Donc, on a quand même l'impression que les choses se passent mieux. Et par ailleurs, on a mis en place aussi, quasiment dès l'ouverture, un questionnaire patient. Et ça, on est assez content de ça. C'est-à-dire que c'est une petite tablette et qu'on donne à l'intégralité des patients qui passent par l'UNAV et qui nous permet d'avoir un recueil pour le coup prospectif en termes de satisfaction. Et il y a des questions spécifiques sur la douleur. Et on a l'impression pour l'instant d'un retour qui est extrêmement positif. Et le retour aussi des usagers, c'est-à-dire non seulement des patients, mais usagers au sens large, c'est-à-dire en fait usagers aussi du bloc opératoire. Donc les professionnels de santé qui travaillent à nos côtés, que ce soit des infirmiers ou que ce soit des infirmières de bloc opératoire, témoignent d'une bonne qualité de la prise en charge de la douleur pour ce point spécifique. Donc on a l'impression en tout cas de quelque chose qui, je pense, a progressé avec l'ouverture de l'UNAV. Et c'est un parcours qui est aussi ouvert pour la GRL? Oui, tout à fait. Alors pour la GRL, c'est pas tout à fait une structure type UNAV, on va dire que c'est pas tout à fait la même chose. Néanmoins, il y a des patients, il y a des infirmiers qui sont formés là-haut et qui posent maintenant en fait sans aucun problème tout ce qui est midline. Les picklines restent encore dans le domaine des radiologues interventionnels. Et pour les chambres implantables, je pense que c'est encore posé de temps en temps par les chirurgiens vasculaires. Avec parfois quelques difficultés aussi en termes de prise en charge de la douleur. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que voilà, on a écrit un cahier des charges et on s'y tient. Et donc, dans la structure UNAV, AGRL n'en fait pas stricto sensu partie. Mais après, il faut évidemment développer une manière de faire pour la GRL. C'est-à-dire qu'on ne va pas se mettre à transférer des patients en ambulance pour leur poser des chambres. Ça serait quand même pas tout à fait leur rendre service non plus et pas certainement la solution la plus adaptée. Pour la partie, en tout cas, Hôtel-Dieu, enfin UNAV Hôtel-Dieu, et ce qui sera de toute façon l'UNAV Île de Nantes. Encore une fois, sur ce point de la douleur, les choses ont été largement en progrès depuis l'ouverture de l'UNAV. Bah, super, merci beaucoup en tout cas. Je t'en prie.
Alors, la question, j'ai l'impression de l'entendre souvent. Elle revient, la question des anticoagulants sur Lucas, enfin que ce soit Lucas ou ailleurs d'ailleurs, peu importe. Il y a un mode opératoire en fait, notamment spécifique sur la gestion des anticoagulants et sur la gestion des bilans. C'est-à-dire que les pratiques qui ont été faites notamment, parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de bilan et d'anticoagulants spécialement pour la pose des midlines et des pics, ce n'est pas un vrai sujet. Le vrai sujet, elle se pose sur les chambres implantables. Donc, sur les chambres implantables, on a envoyé ça à tous nos correspondants, on l'a envoyé aussi à Lucas, on l'a envoyé au cadre de Lucas, on l'a envoyé aux infirmières de Lucas. Tout est disponible et donc l'idée, c'est de ne pas être un peu systématique, c'est-à-dire qu'on va arrêter de faire des bilans systématiques aux gens alors qu'en pratique, ils ont un bilan complet biologique 15 jours avant parce qu'ils vont rentrer en chimiothérapie. Donc, on n'a pas besoin de refaire une prise de sang qui va être à nouveau normale pour poser une chambre implantable. Donc, on est sorti de cet automatisme-là qui est coûteux pour la société et qui n'est pas agréable pour les patients. Et donc, le fait de sortir de cet automatisme, oui, ça nous impose, nous, en tant que soignants, de s'y intéresser un petit peu aussi. Parce que c'est sûr que quand on automatise des process, on arrête d'y réfléchir. C'est reposant, mais ça coûte un peu et aux patients et à la société. Donc, on arrête de faire des bilans systématiques, parce qu'en général, ils ont été faits. Et donc, ça, en fait, encore une fois, c'est un mode opératoire qui est largement accessible, qui est disponible absolument partout. Il est sur intranet, il est sur Innov, il est en accès direct pour les prescripteurs en Millennium, que ça soit. Donc, ça, c'est pour les internes. Et pour l'externe, il est aussi largement accessible. Et en fait, c'est un passage obligé quand on fait une demande de dispositif. Voilà. Donc, ça ne doit pas être une difficulté. Peut-être vous pourrez, il y a disponible sur Innov, hein, peut-être si vous pourrez partager. C'est sur Innov. Partager le titre ou la référence du document. Alors sur Innov, c'est exactement comme sur Millennium, il suffit de taper UNAV et on tombe sur l'intégralité de nos documents. Donc il a été envoyé à Lucas, il a été envoyé au cadre de Lucas, au responsable de Lucas, il est en accès. Je ne peux pas faire plus que ce qu'on a fait là. Donc il est vraiment, vraiment très, très, très accessible. Et par ailleurs, là en revanche, où il faut absolument qu'on fasse quelques progrès, en tout cas on l'a fait, c'est auprès des prescripteurs. Et donc on a fait des campagnes d'information. Alors c'est compliqué parce qu'effectivement tous les 6 mois et avec les changements internes, donc c'est une culture qui se gagne pas à pas, mais néanmoins on a l'impression quand même que les choses se mettent en place. Donc, on est allé voir les médecins prescripteurs, notamment sur la filière cancéro. On leur a remonté où étaient ces documents. Et donc, on les a vus pas plus tard qu'il y a, par exemple, il y a 1 mois et demi, en tout cas, moi, pour la dernière fois. Et donc, les choses avancent, vraiment. Donc, je suis assez convaincu que voilà, c'est peut-être un peu plus contraignant de sortir d'un dispositif en se disant une chambre, il faut une numération ATP. Non, en fait, il ne faut pas forcément une numération ATP. Peut-être qu'il y a un bilan qui a été fait dans les 3 derniers mois et que ça nous suffit largement pour faire le geste. On peut peut-être prendre une dernière question s'il y a quelqu'un qui souhaite rebondir sur la présentation. Peut-être faire un parallèle avec d'autres services, je ne sais pas, ou d'autres structures. Je ne sais pas si c'est transposable, si vous avez été sollicité pour partager sur voilà, ce que vous avez fait pour que ça puisse bénéficier à d'autres services qui ont des problématiques comparables aux vôtres. La démarche, en somme, la démarche du patient traceur vie-l'hôpital est transposable évidemment pour tous les parcours de patients. On a été beaucoup accompagnés par Cécile Paillet et Mélanie Arnoul sur la démarche et vraiment avec des outils clés en main. Voilà, donc ce que l'on a fait, au contraire, il faut que ça serve et il faut que ce soit fait sur d'autres, aussi bien l'EPP qu'après l'évaluation et la contractualisation d'un partenariat pour le suivi intra- et extra-hospitalier. Au contraire, il faut que ce soit reproductible sur d'autres filières, évidemment. En fait, on partait d'un constat aussi, c'est que l'hôpital est quand même assez auto-centré. On est très hospitalo-centré, c'est-à-dire que notre connaissance du monde, la santé, c'est 80% quand même dans le monde libéral, et nous, hospitaliers, on est quand même très, très ignares de cette médecine-là. Et on se rend compte que cette médecine, qui est extrêmement importante, en tout cas, on ne communique pas très, très bien avec elle. Donc, cette interface-là,
il faut qu'on se pose cette question. Il faut qu'on aille s'interroger, nous, médecins hospitaliers, en termes de parcours. C'est-à-dire que mon patient, je m'en occupe certes, mais sorti de l'hôpital, il est dans une même chaîne de soins. Et quels sont les acteurs qui vont s'occuper de lui? Identifier ces acteurs, aller les interroger sur la manière dont ils ont, quel est leur ressenti en termes de soins et en termes de qualité, c'est très intéressant pour moi aussi en tant que médecin hospitalier. Voilà. C'est ce qu'on a essayé de mettre en place avec Blandine, et ça nous a appris énormément de choses. Et ça nous a permis de gagner et d'établir nos standards de qualité et de sécurité pour nos patients. Et comme tu le dis aussi, la ville est tout à fait demandeuse d'avoir un regard de la part du monde intra-hospitalier et du coup de travailler ensemble sur une collaboration. Donc, on ne peut pas être constamment accroché au téléphone pour répondre à n'importe quelle question, eux et nous. Et par contre, s'aider de personnes ressources qui sont déjà en place, qui ont un maillage sur le territoire, c'est indispensable et extrêmement satisfaisant pour le parcours du soin et vraiment pour la sécurité et l'information. Et l'autre élément, le dernier point peut-être, c'est de se dire que vous parliez est-ce qu'on peut transposer cette expérience-là sur d'autres secteurs? Moi, il y a clairement un chantier à venir, en tout cas pour l'hôpital, et ça va concerner beaucoup la médecine hospitalière, que ce soit la neurologie, la rhumato, la gastro. C'est qu'est-ce qu'on fait de l'utilisation des prestataires de soins? Il y a un seul au CHU qui s'est un peu posé la question un peu plus que nous, c'est le CHU de Bordeaux. Ils ont été un peu plus loin. On est, nous, très, très en retard encore dans notre manière de construire une relation avec eux. C'est-à-dire que vous avez peut-être rendu compte que vous aviez des prestataires de soins dans vos services qui rentraient, qui faisaient des visites, qui déposaient des trucs, qui invitaient des gens à dîner, des cadeaux, et sans savoir tellement en fait comment les choses étaient cadrées, ni réglementées, ni régulées. Il y a un chantier là parce que on ne pourra pas faire abstraction, à mon sens, des prestataires comme interface opérationnelle avec la médecine de ville. Mais néanmoins, on est certainement en retard au CHU de Nantes sur la manière de cadrer nos relations avec eux et de les officialiser. Voilà. Et à mon sens, ça, c'est un chantier qui dépasse évidemment largement le champ de l'ENA et qui concerne la plus grande partie des secteurs de soins de cet hôpital. Ok, merci pour votre présentation et les échanges qui ont pu s'en suivre. Donc, la présentation sera disponible sur la chaîne YouTube du CHU pour ceux qui souhaitent la partager avec éventuellement d'autres collègues. Et puis, on peut se donner rendez-vous à la prochaine visio J'améliore mes pratiques qui aura lieu le 16 mars sur le recueil du consentement à l'acte chirurgical. Donc, je vous souhaite une bonne journée à tous et encore merci pour votre présence. Merci. Bonne fin de journée. Merci.